Après 40 ans de pouvoir du président Paul Biya, l'Afrique est en passe d'asseoir son indépendance monétaire. Grâce au président camerounais, comment est-il parvenu à achever ce long processus? Je dirais sur deux facteurs essentiels. Le silence et communication, comme dirait le professeur Modiom. Le silence présidentiel et communication. Si le silence présidentiel est communication, dans ce sens, le silence présidentiel est politique de gouvernance. À ce moment-là, le président camerounais, dans ses actions, je le qualifie de mon simple point de vue à un illustre personnage qu'on étudie ici dans les universités occidentales, Charles Quint, Charles V, on va dire en français, Charles Quint. Il avait l'habitude de gérer son espace d'administration dans le bureau avec le bic, le stylo. C'est un peu, de mon point de vue, l'image que moi j'ai du président qui gère la chose politique à travers le stylo et qu'il veille à ce que ses collaborateurs l'accompagnent. Mais 40 ans, comme vous le dites, il faut le faire et en 40 ans, si tu bavardes beaucoup, tu donnes les moyens à tes opposants de te combattre. Et donc le silence est stratégique à ce moment-là, dans la mesure où il te permet d'arriver d'un point A à un point B sans toutefois se faire remarquer. Et donc le président camerounais ici est panafricain dans le silence, dans la mesure où il pose des actes. Le silence est action à ce moment-là. Et si le silence est action, le président camerounais le manifeste dans sa manière, dans son modèle de gouvernance. Ici, vous voyez l'action diplomatique du Cameroun qui se veut obscure, et c'est un oxymore, qui se veut obscur et en même temps visible, dans la mesure où là où on l'attend, il n'y est pas, là où on ne l'attend pas, il y est. Vous avez souvenance de son action, de son voyage au niveau de la Russie, qui tout le monde a été surpris de ce qu'un tel président de son magistère prend le courage d'aller en Russie quand on le considère comme étant le sous-préfet de la France. Quel culot! Vous voyez, à ce moment-là, c'est l'action du président qui prend tout son pesant d'or et assoit l'autorité présidentielle au niveau de la population pour dire vous êtes gouverné par quelqu'un à qui vous avez transmis, vous avez dévolu votre pouvoir. Et donc, sur le continent, maintenant, comment se manifeste ce silence-là, c'est ce qui, de mon point de vue, est intéressant. Son absence dans les réunions ou alors les sommets des chefs d'État sur le continent africain est silence de ce que ces sommets-là ont l'habitude de traiter des questions qui, de mon point de vue, écartent des objectifs tels que fixés par exemple par le Fonds monétaire africain. Ils ne convergent pas naturellement vers l'émergence d'une Afrique indépendante et libre qui veut construire une unité politique certaine. Et donc ce silence-là est dénonciation à ce moment-là, dénonciation de ce que les présidents africains travaillent, non pas pour conforter ces politiques qui veulent l'affranchissement au niveau international et une meilleure reconnaissance de l'Afrique au niveau international. On a parlé en première partie, je pense, de l'influence africaine absente dans les décisions internationales. Et donc le silence présidentiel est dénonciation. Ce qui me ramène tout simplement, et pour conclure sur cette question-là, pour dire que le président camerounais en 40 ans a, de mon simple point de vue de consultant, comme vous aimez si bien le rappeler, de dire qu'il a travaillé pour édifier la population africaine à ce que la légalité des actions est aussi combat d'affranchissement de quelque chose. Respecter les règles, ce n'est pas prendre les armes et aller en confrontation, non. On peut respecter les règles, jouer sur les règles parce qu'on a étudié, on a fait la science là, jouer dessus pour s'affranchir
complètement de quelques contrats léonins que nous avons sur le continent. Et donc il est dans la continuation de l'œuvre politique qu'il a construite avec le président, le colonel Muammar Kadhafi, et qu'il matérialise ceci avec son temps. Le silence est aussi temporel, dans la mesure où il est en fonction de celui qui gère ce silence-là. Il décide de parler à un certain moment, donc le silence est temporel. Et cela me permet de dire que le développement du panafricanisme du président africain n'est plus à démontrer parce que le président Laurent Gbagbo l'a signifié dans son livre. Je pense qu'il a rappelé à souhait que tout, sinon tous, l'ont abandonné quand il a connu les démêlés avec la puissance mère patrie, c'est-à-dire la France. Seul le président camerounais le prenait au téléphone. Il est aussi bien de rappeler ici que le président Kagame prend en admiration le président camerounais dans son magistère de la chose publique ou alors de la chose politique. Parce qu'il respecte la chose publique. Il respecte, n'est-ce pas, le peuple. Vous avez souvenance qu'en 40 ans de pouvoir, le président camerounais, si vous posez la question, ça veut dire qu'il a été discuté par le passé. Son président. Et il est toujours resté stoïque et silencieux. Ce silence-là est communication. Et c'est en cela qu'il a... Ce silence-là est, de mon point de vue, aussi éducation. Parce que ce silence-là permet au peuple camerounais d'appréhender, n'est-ce pas, les événements qui se passent sur son continent et de créer une certaine autonomie. Et je continuerai de dire ici qu'à la continuité de ce que le professeur Modiom a établi comme théorie du silence présidentiel, je dirais ici que le silence est création d'autonomie, dans la mesure où on ne cherche plus à savoir si le président est là pour nous gouverner ou pas. On travaille, on fait ce qu'on a à faire. S'il prend des décisions, on sait que ça impacte notre activité économique, on fait avec et donc on continue. C'est pourquoi, de mon point de vue, si l'Afrique, si ce comportement-là au niveau de la Centrafrique, du Congo, s'irradie sur le continent africain, et ce côté panafricaniste que le citoyen camerounais a s'irradie sur le continent africain, je pense que l'Afrique aura gagné. Et en cela, le président camerounais, en 40 ans, y est pour beaucoup. Pour finir, est-ce que le panafricanisme du chef d'État camerounais, son Excellence Paul Biya, est aujourd'hui... Si vous posez la question, ça veut dire qu'il a été discuté par le passé. Si vous posez la question, ça veut dire qu'il a été discuté par le passé. Son Excellence Paul Biya était un panafricaniste. Qui conforte certains à dire qu'il est un panafricaniste. J'ai fait ici état de ce que le président Laurent Gbagbo le reconnaît comme étant un véritable panafricaniste. Moi qui, de ma petite personne ici, pour discuter les propos d'un président comme celui de Laurent Gbagbo. Et donc, je me grefferai au propos du président Laurent Gbagbo pour confirmer ici que je regarde le président camerounais, son Excellence Paul Biya, en termes de panafricaniste pur et dur, c'est-à-dire celui-là qui est engagé sur la cause africaine. Je me souviens, je n'ai plus la date exacte en tête, mais si je puis m'avancer, en 1991, au pupitre de l'OUA, je pense, il tenait un discours du style « Si nous continuons à regarder les frontières tracées par le colon », je paraphrase, mais on peut retrouver ses propos tels quels, tracés par le colon, on va s'engouffrer dans des conflits perpétuels. Et donc, ce discours avant-gardiste du président camerounais ne peut, de mon point de vue, le conforter en termes de personnage panafricain ou alors panafricaniste. Et ceux qui discutent de sa statut de panafricain doivent nous apporter des éléments qui le discréditent dans cette posture-là. Si ce n'est que pour moi, ma modeste personne, je me dis, au regard des petites analyses que je peux faire, je me permets de le considérer comme étant un véritable panafricaniste.
Informer, c'est éduquer. Belgocamp 21 vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Géopolitique. À très bientôt.